Au plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La Guinée veut intégrer le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Les discussions sont en cours pour valider la candidature de notre pays. Cette organisation panafricaine fait la promotion de la bonne gouvernance. La journée de l'habitat célébrée en différé sous le thème « Combler le fossé, ne laisser aucun espace ». Des activités sont développées pour améliorer le cadre de vie des populations conformément au thème de cette année. Vers la relance des activités touristiques en Guinée, elles ont été durement affectées par le Covid-19. Le département en fait une priorité. C'est tout pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Nous ouvrons ce journal par ce décret D 2022-0470 PRG CNRD SGG modifiant le décret D 2022-0469 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Vu la charte de la transition, vu le décret D 2022-0468 PRG CNRD SGG du 4 octobre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République décrète article 1er. Monsieur Mohamed Bamba Kamara, directeur général du service national et des bourses extérieures, est nommé président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 octobre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui concentre l'actualité ce soir, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce matin les facilitatrices récemment désignées pour le dialogue inclusif en Guinée. Dr Bernard Goumou a saisi l'occasion pour exprimer sa volonté de mener à bien la mission que le président de la République lui a confiée dans la conduite du dialogue interguinéen. Compte rendu, Hadi Kamara. Les deux facilitatrices sur trois, Dr Makale Traoré et Mme Guilaou ni Joséphine Lénou. C'est la première rencontre officielle avec le Premier ministre depuis leur désignation. Elles sont venues sur invitation du chef du gouvernement discuter des modalités et des stratégies à mettre en place pour un véritable dialogue inclusif et constructif. Nous avons travaillé sur la méthodologie, nous avons échangé, nous avons de notre côté affirmé notre engagement. La situation actuelle de notre pays commande cet engagement. C'est d'ailleurs ce qui m'a personnellement amené à me retirer de toute activité politique, que ce soit au niveau de la CORED ou du pacte, pour me rendre entièrement disponible pour mener cette facilitation. Parce que la paix n'a pas de prix et que la recherche de la paix et du dialogue doit être aujourd'hui au-dessus de toute préoccupation. Seule une démarche inclusive adaptée aux réalités guinéennes va permettre de poser les vrais jalons du bien vivre ensemble en Guinée. Sur ce, le gouvernement appelle toutes les parties prenantes au dialogue et au renforcement de la cohésion sociale. Le Premier ministre a encore réitéré la confiance du gouvernement du CNRD vis-à-vis des trois facilitatrices qui ont été désignées, mais aussi le rassurer de tout le soutien du gouvernement du CNRD et aussi de toute l'indépendance dont elles doivent faire preuve pendant la conduite de la mission à elles confiée. Le Premier ministre Dr Bernard Goumou assure que cette dynamique de dialogue inclusif se veut un creuset de réflexion et de construction pour une paix durable dans le pays. C'est une volonté de respecter l'engagement du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.
À marge de l'ouverture à Bamako de la session ordinaire du Conseil national de transition du Mali, la délégation guinéenne s'est entretenue avec le bureau du CNT Mali. Au menu des discussions, le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Envoyé spécial Abdoulaye Diallo. La transition que traversent le Mali et la Guinée est une opportunité pour cimenter davantage les liens fraternels et amicaux entre ces deux pays. Aujourd'hui, elle est nourrie et entretenue par les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta. Dans cet élan, les organes législatifs des deux pays s'engagent pour solidifier la coopération parlementaire. C'est vraiment la preuve que le Mali et la Guinée sont non seulement sur la même voie, mais ont un destin commun. Et c'est la preuve aussi que nos devanciers, c'est-à-dire les pères de l'indépendance de la Guinée et du Mali, n'ont pas lutté vainement. Cette rencontre constitue un point de départ d'une série d'activités qui sera menée conjointement entre les deux institutions législatives. Toutes les questions ont été débattues, point par point, avec une participation des deux délégations. Je vous assure que je n'ai pas senti que j'étais au Mali jusqu'à la fin de la réunion. Parce que nous avons appris dans l'action. Apprendre dans l'action, ça veut dire les petites erreurs ou les petits manquements qu'on avait à Conakry dans la conduite de nos travaux, on vient de les corriger sans le savoir. Mais deuxième chose, nous avons apporté aussi notre part de contribution pour une meilleure qualification du travail au CNT Mali. Avec cette initiative, les autorités des deux pays entendent imprimer une nouvelle dynamique qui favorisera l'intégration sociopolitique, économique et culturelle. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est une organisation qui existe depuis une vingtaine d'années. Le MAEP, entendez Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La structure pose ses valises dans la capitale guinéenne. Cette organisation panafricaine fait la promotion de la bonne gouvernance. Les responsables ont échangé avec les patrons de la diplomatie guinéenne sur le processus d'adhésion de la Guinée. Mamadou Alpha Baldé. Créé en mars 2003 avec 6 pays membres, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP compte aujourd'hui une quarantaine de pays membres. Véritable outil d'alerte précoce et de prévention des conflits sur le continent, la Guinée n'est pas encore membre de cette organisation panafricaine. À Conakry, ces responsables du MAEP discutent avec la partie guinéenne des conditions d'adhésion de la Guinée. Des experts vont venir pour travailler sur le terrain, pour aller voir avec les autres ministères, regarder. Et après ça, ils vont produire un document qui va être discuté, qui va être vu par la Guinée, accepté par la Guinée. Du chef de l'État, je voudrais remercier aussi l'Union africaine pour avoir fait appel à la Guinée dans ce mécanisme qui est très important. Le MAEP, c'est aussi un instrument de promotion de la bonne gouvernance. À date, l'organisation a évalué 26 pays, dont 25 directement par les pairs au niveau du forum des chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État parlent entre eux-mêmes, donnent des feedbacks pour dire mon frère, vous pouvez améliorer ici, on peut travailler ensemble ici. Mais donc, ce n'est pas un forum de humilier, de critiquer, non, de partage d'expérience, de dire ça on peut faire ensemble. Ça, il y a beaucoup de pays qui ont fait des réformes dans le domaine de gouvernance grâce au processus de MAEP. Donc on travaille avec des équipes africaines. La Guinée, pays panafricain par excellence, pourrait bientôt rejoindre la famille du MAEP. À l'horizon 2023, l'Union africaine compte intégrer l'ensemble de ses pays membres au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Au ministère de l'économie, des finances et du plan, on pense à une stratégie de relance économique. En effet, les conséquences du Covid-19 et la guerre en Ukraine sont ressenties à travers le monde. Il s'agit de mettre en place des mesures de redressement pour stimuler l'activité économique. Le point avec Mamadi Gassama. Depuis quelques années, le monde est à la croisée du choc de la Covid-19 et tout récemment de la guerre russo-ukrainienne. Face à ces situations, un plan de relance économique en appui au programme de référence intérimaire est envisagé pour stimuler l'activité économique en contribuant à la transformation structurelle.
Le plan de relance sera mis en œuvre à travers une série de projets qui ont des effets d'entraînement élevés sur la croissance, l'emploi et le cadre macroéconomique. Avec un coût de 2070 milliards, une possibilité de financement de plusieurs projets privés avec un coût de 1050 milliards et 17 mesures d'amélioration du climat des affaires. Il est dynamique, glissant et adapté à l'évolution de la conjoncture économique avec un coût global de mise en œuvre estimé à 3127 milliards. Pour sa réussite, le ministère de l'économie, à travers la Direction nationale des prévisions économiques et de la conjoncture, compte mettre en place des mesures de redressement tout en mettant l'accent sur les projets à haute intensité de main-d'œuvre en vue de développer les secteurs pro-pauvres. Le plan, il a deux volets. Le volet relance par la demande à 20 projets, essentiellement dans le Grand Conakry, qui doit prendre en charge l'assainissement. Le second volet, qui est le volet relance par la demande, il s'agit de mettre à la disposition des jeunes Guinéens, des femmes guinéennes qui ont l'initiative d'entreprendre. L'apport des banques privées est aussi sollicité. Les recommandations allant dans le sens de l'amélioration du cadre macroéconomique seront prises en compte dans ce plan de relance économique. Et puis le ministère de l'Information et de la Communication offre un cocktail aux hommes de médias, occasion pour la ministre et ses collaborateurs de partager et de rassurer les journalistes sur le principe de la liberté d'expression. Aminata Kaba n'a pas manqué de rappeler la nécessité pour les professionnels de médias de respecter l'éthique et la déontologie du métier. Mounir Bari. C'est une rencontre de communion et de partage avec les professionnels des médias. Occasion pour les autorités du ministère de l'Information et de la Communication de rassurer les journalistes sur la défense au quotidien du principe du libre exercice de leur métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. En Guinée, la liberté de la presse est respectée et continue à être respectée. Donc il est important que vous puissiez comprendre que vous avez une certaine liberté, mais il est également important de savoir que la liberté aussi se passe aussi selon le respect des textes et des lois en vigueur en République de Guinée. Par les messages que vous déployez, par les messages que vous passez, que nous pouvons avoir pour nous les résultats et surtout la réussite de cette transition en cours. Dans cette ambiance de convivialité et d'échange entre autorités et professionnels, les hommes des médias se sont engagés à œuvrer dans la construction de l'état de droit et le respect des règles qui encadrent la profession. Une rencontre qui a été une aubaine pour les journalistes de formuler le plaidoyer pour l'accès aux sources d'information. C'est une occasion donc rare de réunir l'ensemble des journalistes autour des valeurs de la profession, autour des défis qui nous attendent, autour des enjeux de la transition. Pour la protection de la liberté d'expression et la pluralité d'opinion, la ministre de l'Information et de la Communication compte pérenniser de telles rencontres pour discuter du chantier de la refondation de l'État engagé par les autorités de la transition. La Guinée vient de célébrer le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. L'indépendance a été acquise le 2 octobre 1958. Pour réussir dans ce projet, les partis politiques, malgré leurs divergences, se sont unis. Comment tout cela s'est passé? Élément de réponse avec Makemedouz. Tout commence par la création du RDA, Rassemblement démocratique africain, lors du congrès du 18 au 21 octobre 1946 tenu à Bamako. L'aspiration première du parti est de rassembler la plus large union de forces politiques africaines au-delà des clivages politiques, religieux et culturels. L'objectif est de lutter contre la domination coloniale en Afrique. Pour réussir le combat, le RDA met en place des sections dans les différentes colonies et celle de la Guinée prend le nom du PDG-RDA, Parti démocratique de Guinée, du Rassemblement démocratique africain. Le parti est composé de 15 membres et le camarade Ahmed Sékou Touré est le secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats confédérés de Guinée, USCG. Ces antennes seront considérées par le colon comme une menace.
il y a eu des sécessions à l'époque et on a assisté à la naissance de ce qu'on appelait les indépendantistes d'outre-mer. Il y a eu la création de ce qu'on a appelé des partis des régions. Donc il y a eu Amilcar Gilbert Vuillard pour le Fouta, Jalon, l'Union Mandingue pour la Haute-Guinée, l'Union de la Basse-Guinée pour la Guinée maritime, l'Union forestière, l'Union des Métis, l'Union des représentants des îles de Los. C'est à partir de 1954 que des partis politiques seront créés pour concurrencer le PDG sur la scène politique. La première rencontre entre ces politiques fut l'élection de l'Assemblée territoriale de 1957. Le PDG remporte 56 sièges sur 60. Quand les partis ont été créés, ces mouvements régionalistes-là, qui n'avaient pas la même inspiration, qui défendaient chacun sa région, n'est-ce pas, ont été assimilés. Donc il faut dire qu'au moment de la lutte de l'indépendance, le PDG RDA n'était pas le seul parti en Guinée sur le terrain. Que les grands partis à l'époque, malgré leurs divergences, avaient un point commun, n'est-ce pas? Chacun voulait l'indépendance, mais de quelle manière? C'est pour cela que lorsqu'il s'est agi de voter pour le référendum, il y a eu des consultations et il y a eu des mots d'ordre pour qu'ensemble choisir la voie de l'indépendance. Cette vision commune des partis politiques sur l'accession à l'indépendance a permis à la Guinée, à travers l'expertise du camarade Ahmed Sékou Touré, de rejeter la proposition du patron de la métropole sur le projet de la constitution de la 5e République française. Un nom historique qui a ouvert la voie pour l'indépendance de la République de Guinée, proclamée le 2 octobre 1958. Une souveraineté bien assumée qui a inspiré beaucoup de pays africains pour se libérer de la domination coloniale. Chaque premier lundi du mois d'octobre, l'humanité célèbre la journée de l'habitat. En Guinée, cette commémoration se tient en différé. Elle est marquée par la présence des stands. Ce sont les grandes directions relevant du secteur qui ont exposé sur leurs services. C'était en présence de notre reporter Saint-Martin Fancinadou. Tout se déroule dans la cour des services déconcentrés du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Ici sont montés les stands. Une première pour donner l'opportunité aux différentes directions d'expliquer clairement au public et aux autorités leurs efforts pour réduire les inégalités croissantes des conditions de vie dans les villes entre les nantis et les démunis. C'est là conformément au thème de la célébration de cette année, combler le fossé, ne laisser aucun espace de côté. Alors, on est déjà très honoré d'accompagner le ministère tutelle avec l'opportunité d'exposer, discuter, échanger avec les différents visiteurs pour leur expliquer aujourd'hui c'est quoi le programme présidentiel de construction de logements sociaux à Guifil, qu'est-ce que nous faisons, comment nous le faisons, quand nous le faisons. Cette journée porte ouverte se tient à un moment où le département est en profonde mutation pour résoudre la problématique de logements sociaux, de l'anarchie foncière et de la vulgarisation des différents outils de planification urbaine. Nous avons ainsi pu réaliser avec le concours de tous plusieurs projets phares tels que la mise en place et l'opérationnalisation de la plateforme de la gestion des baux, le démarrage de la construction des résidences des hauts cadres de la cité ministérielle dont les travaux avancent à un rythme soutenu, la construction des logements sociaux à Conakry et à l'intérieur du pays. Aux côtés des autorités publiques, les partenaires de l'Union européenne et de l'ONU Habitat, tous s'engagent à aider le secteur de l'habitat à trouver des solutions pérennes pour promouvoir les logements décents et un cadre de vie propice en faveur des Guinéens. Si les gestionnaires municipaux disposent des bons outils, ils peuvent planifier, ils peuvent prendre des mesures pour réduire l'écart entre les pauvres et les riches. Ainsi, nous pourrons créer des établissements humains qui soient plus inclusifs et plus résilients. Il convient de faire en sorte que les villes soient vivables pour les femmes et les enfants et de combler les fossés existants. Accompagné de sa collègue de l'enseignement supérieur et de son cabinet, le ministre-colonel Ibrahima Sori Bangura annonce la tenue des états généraux du foncier à la fin de ce mois.
Un mois dédié aux consultations préparatoires pour bénéficier de l'implication des acteurs, des élus locaux et des coutumiers pour aplanir toutes les divergences en matière de gouvernance foncière. Autre journée internationale célébrée, c'est celle de l'architecture. L'événement a réuni praticiens, ingénieurs de bâtiments et décideurs politiques autour du thème « Architecture pour le bien-être ». L'amicale des architectes demande à l'État plus d'implication et de soutien. Abdul Karim Kamara. Après la pandémie du Covid-19, les architectes du monde réitèrent leur engagement, celui portant sur la construction de sociétés plus résilientes, durables et saines. À ce jour, le facteur harmonie entre l'environnement bâti, naturel et social reste une préoccupation. Cette année, la Guinée célèbre pour la première fois la journée de l'architecture sous le thème « L'architecture pour le bien-être ». Le but, c'est de faire communiquer, faire parler du métier afin de pouvoir sortir de ce que vous appelez là de l'amateurisme. Quels sont les chemins à entreprendre afin de faire comprendre à la population l'existence de la profession, le fait que la profession est d'intérêt national et qui est aussi le squelette de tout développement. Fatoumata Bari fait partie des 4 premières pionnières de l'architecture en Guinée entre 1980 et 2010. De nos jours, le métier est de plus en plus embrassé par la gente féminine. Mais la nouvelle vague d'architectes a du mal à se constituer en creuset de recherche fiable pour l'État. Normalement, tout ce qui est projet pilote, il devrait normalement se rabattre sur l'école d'architecture, surtout que nous avons maintenant mis en place avec l'aide de l'ONU Habitat un laboratoire urbain. Donc ça devient vraiment une aubaine pour toute la Guinée en matière de recherche en urbanisme et en architecture. Le département déjà s'y met, nous nous battirons à pérenniser cette journée pour que, entre architectes, nous l'avons le linge sale, voir du côté de l'État, du côté des privés, du côté des écoles d'architecture, qu'il y ait l'harmonie pour que la ville réponde aux normes réellement de construction. Ici, entre praticiens et responsables politiques, les questions sur l'architecture pour la santé sont au cœur des débats. Les meilleurs exemples sont cités pour la promotion de la santé dans les bâtiments et les villes. D'une célébration à une autre, cela fait 28 ans que les professionnels de l'éducation commémorent la journée mondiale des enseignants. Objectif, attirer l'attention des décideurs sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Fodé Kamara. Devenue très virale sur les réseaux sociaux, cette petite vidéo résume la passion de l'enseignant, le seul artisan qui a le don naturel du réveil des consciences pour la transformation sociale. Un enseignant est un artisan qui emploie son génie à mouler des esprits, à forger des imaginaires, à bâtir des destins, à sécréter sur le firmament de l'impossible des horizons de possibilités, à construire l'avenir des individus et dessiner le futur de leur communauté. Pour marquer une pause et rendre un hommage à ces lumières qui bâtissent l'avenir des nations, l'UNESCO a institué la Journée mondiale des enseignants. Depuis 28 ans, le 5 octobre de chaque année est devenu une journée de reconnaissance du dur labeur des professeurs et instituteurs à travers le monde. Cela fait 28 ans que la situation où les conditions de vie et de travail du personnel enseignant à travers le monde sont diagnostiquées afin d'apporter des thérapies permettant non seulement de revaloriser la situation enseignante, les conditions de vie de l'enseignant, mais de façon globale, les enseignements et les apprentissages. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut transformer le monde. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et le thème de la journée mondiale de cette année 2022. Une occasion pour les membres du syndicat national de l'éducation
de formuler un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. C'est la rentrée des classes. Vous le savez déjà, certaines ONG humanitaires apportent leur appui aux personnes n'ayant pas de gros moyens. C'est le cas de l'ONG Din Charity qui fait un don de 1500 kits scolaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Reportage Alpha Isiagaba. Les cours ont effectivement repris ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Un moment opportun pour certaines organisations de faire parler leur cœur. L'ONG Din Charity fait un don de fournitures scolaires aux élèves indigents. Il s'agit de 1500 kits scolaires. J'avais pour intention d'offrir des fournitures scolaires au niveau de mon quartier, au niveau des enfants. Mais je me suis dit pourquoi pas élargir cette lancée. C'est pour ça que j'ai voulu créer une mini ONG entre guillemets pour pouvoir offrir des fournitures scolaires à un ensemble d'enfants. Les quartiers Mankepa et Boubini à Conakry et Farmoria dans la préfecture de Forikaria sont les principaux concernés pour cette première étape. Le geste est hautement salué par les bénéficiaires. Nous sommes très contentes aujourd'hui. Nous venons de bénéficier de fournitures scolaires. Ça va nous aider vraiment, surtout en début de rentrée des classes. Tout le monde a eu cahier, bic. On nous remercie beaucoup parce que là où on était comme ça, moi je n'avais pas de cahier, bic pour mes enfants. Mais aujourd'hui, vraiment là où je suis là comme ça, je suis vraiment contente. Ce don de fournitures scolaires va s'étendre dans d'autres préfectures du pays. Prochain champ d'action de l'ONG Din Charity, les sous-préfectures de Kamsara, Tassibon et Kakilinsi dans la région de Bouké. Dans le même registre, un collège moderne est construit à Kumba. Ça se trouve dans la préfecture de Kankan. Et l'infrastructure est réalisée par l'État guinéen pour permettre aux élèves de la localité de boucler le premier cycle de pré-universitaire sur place. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant dans la région. C'est le tout nouveau collège de Kumban, une commune rurale située à 25 km de Kankan, chef-lieu de la préfecture dont elle relève. L'État guinéen, dans sa politique d'amélioration du système éducatif, a initié plusieurs projets de construction d'infrastructures scolaires. La construction de ce collège fait partie de ces projets. Venus sur le terrain pour la réception provisoire des ouvrages réalisés, les cadres de l'ACGP, administration et contrôle des grands projets, des finances, du plan et de la direction préfectorale de l'éducation de Kankan sont impressionnés par la qualité des travaux réalisés. C'est une réception provisoire, mais j'avoue que le travail a été fait avec professionnalisme, avec sérieux. Bien évidemment, il y a des petites réserves mineures qu'on a relevées et l'entrepreneur nous donne l'assurance de prendre en charge ces petites réserves. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma satisfaction pour ce que je viens de visiter, plus logement pour le personnel. Franchement, c'est un ouf de soulagement parce que généralement, quand on met des enseignants pour ici, ils ont un peu de difficultés pour venir parce qu'ils ont un problème de logement pour résider. Mais toutes ces conditions sont créées ici à Kumba. C'est la première fois que l'entreprise guinéenne de construction civile et industrielle, Egikosi, obtient un contrat dans cette région de la savane guinéenne. Nous avons préféré préfinancer une partie des travaux, ne pas attendre les fonds, et on s'est donné les moyens de le faire. C'est ce qui a permis ce résultat. Aux populations de Kumba, prenez soin de ce bisou, car les retombées, vous le ressentirez des années après, parce que vous aurez des cadres. Et si vous ne prenez pas soin de cette école, l'État va être obligé de débourser des moyens encore pour rénover cette école. Et cela ne fera pas avancer notre pays. Que l'État ait mis les moyens nécessaires pour réaliser ces infrastructures permettant d'améliorer le cadre de travail et de vie des apprenants et des enseignants, quoi de plus normal. Comment valoriser le potentiel à travers l'industrialisation des produits agricoles en Guinée? C'est la mission du groupe Tiast Guinée à travers son projet Une plantation, une usine dans toutes les préfectures du pays. Les activités sont déjà lancées à Conakry dans le but d'ajouter de la valeur à la chaîne agricole. Explication Marwan Kamara. La mécanisation et l'intensification des systèmes de production agricole sont des étapes cruciales pour le développement du secteur agricole. Un programme du gouvernement de la transition bâti autour de cette vision, appuyé par le groupe Tiast Guinée à travers son projet Une plantation, une usine dans toutes les préfectures guinéennes. Une plantation, une usine est
un défi qui s'inscrit dans notre politique et qui permettra à moyen terme de doter à la fois le milieu rural, mais également toute la Guinée d'industries agricoles et accélérer le développement de nos milieux ruraux. À la date du 24 août 2022, nous avons été conviés par TIAS à une conférence suivie d'une exposition des investissements agro-industriels dans la région est du Ghana. Prenant part à cette rencontre, nous avons pu constater les réalisations de TIAS. À travers cette exposition, également l'implantation de 6 usines. Au vu de ce modèle, nous nous sommes posé la question, pourquoi ne pas transporter le même modèle dans les 33 préfectures de la Guinée? Cette initiative du groupe TIAS Guinée vise à accélérer la croissance économique et promouvoir le potentiel agricole tout en créant un nouveau modèle qui couvrira l'ensemble de la chaîne d'industrialisation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, mais aussi réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. It's our mission to set up, créer 1 million d'emplois et de lever 10 milliards de dollars américains en créant des succursales dans tous les pays en Afrique de l'Ouest. Across all West African countries. Nous sommes d'accord pour accompagner TIAST dans son projet, dans son élan de développement, de propulser le développement dans le secteur agricole guinéen. TIAST Guinée est un conglomérat d'origine chinoise qui existe depuis 30 ans et qui étend ses services dans les pays de l'Afrique de l'Ouest dans le but d'ajouter la valeur à la chaîne agricole. Je vous amène à Kindia où les cadres du ministère des Mines et de la Géologie rencontrent les opérateurs miniers et certains acteurs locaux. Il est question de présenter et d'échanger sur le document référentiel national avant sa validation, un document qui servira désormais de boussole pour le processus de réinstallation des communautés impactées par les projets publics ou privés. Abdoulaye Diallo, Moussa Komara. Ces dernières années, la Guinée a enregistré une croissance économique significative, soutenue par des investissements miniers, énergétiques et agricoles. La réalisation de ces projets n'est pas restée sans conséquences, occasionnant non seulement l'expropriation des terres, mais aussi des déplacements physiques et économiques. Face à cette problématique, le gouvernement a élaboré un référentiel national qui définit les règles de réinstallation des populations impactées. La mise en œuvre va permettre d'établir des relations équilibrées entre les promoteurs et les personnes impactées par les projets, ça c'est d'une part. D'autre part, ça peut concourir encore à la paix sociale, d'autant plus que lorsque une indemnisation n'est pas correctement effectuée, elle cache tous des problèmes qui peuvent tôt ou tard éclater. Ce document est le résultat d'un travail concerté qui a impliqué les départements concernés dans la gestion des mines, le secteur privé et la société civile. Un caractère inclusif qui devrait contribuer à corriger les imperfections constatées par exemple dans les compensations et la réinstallation des communautés impactées. Et lorsque les communautés sont compensées en numéraire, cela pose beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous voulons essayer ensemble avec les parties concernées, voir comment ces compensations doivent se faire. Avec l'appui de la Banque mondiale, nous sommes avec un consultant qui est en train de voir avec toutes les parties prenantes quelles sont les étapes de la compensation, quelles sont les conditions auxquelles les communautés doivent remplir pour se faire compenser et comment cela doit se faire. Quand une population est déplacée, il faut l'indemniser, il faut la payer. Et tout ça là, maintenant c'est de trouver un instrument national qui puisse permettre à toutes ces sociétés ou bien à tous ces promoteurs-là d'indemniser les personnes impactées par les projets de développement. Une fois validé, ce référentiel national servira de boussole pour assurer une bonne gouvernance locale à travers une gestion rationnelle des ressources naturelles, minières et environnementales. Pour terminer, les cadres du département en charge du tourisme se sont retrouvés avec les opérateurs du secteur privé. C'est en marge de la Journée internationale du tourisme célébrée cette année sous le thème « Repenser le tourisme ». Ils ont discuté sur comment relancer les activités touristiques durement affectées par les effets du coronavirus. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Le tourisme est l'un des secteurs majeurs frappés de plein fouet par la crise du coronavirus. Après une certaine accalmie, le département en charge du tourisme s'attelle à la relance des activités.
Pour y arriver, il engage un dialogue avec les opérateurs privés qui exercent sur le terrain. C'est vrai que le secteur public et le secteur privé doivent travailler en concert. Le secteur public représenté par l'État ici doit jouer le rôle de facilitateur afin de pouvoir inciter le privé à investir. Et sans investissement de privé, sans garantie de l'État, il ne peut pas y avoir grand-chose dans le secteur touristique et hôtelier d'une manière générale. L'État, c'est la politique qui met en place et nous sommes là pour réaliser les faits. Nous voulons avoir un cadre de concertation, un cadre d'échange pour pouvoir faire avancer vraiment ce secteur-là. Les échanges ont permis aux différentes parties d'exposer des idées relatives aux grands enjeux du secteur avec des pistes de solutions. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui est née au niveau du ministère où ils font de nous un secteur à aider, à appuyer pour que le tourisme devienne un secteur contributeur en termes d'emploi, en termes de création de richesses et que ce secteur également puisse profiter à l'ensemble des intervenants. On est en train de finaliser un catalogue de projets afin de pouvoir mettre ça à la disposition du secteur privé, des investisseurs, des institutions, pour qu'ensemble on puisse développer ces différents sites. Les résultats des échanges permettront d'élaborer un plan qui va servir de guide pour la valorisation du tourisme guinéen, un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.